C'est quoi au juste un pervers narcissique? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Un pervers narcissique, c'est une personne qui présente un ensemble de traits de personnalité pathologiques caractérisés par un narcissisme exacerbé ou malade. Un manque total d'empathie et des comportements de manipulation et de domination. C'est pas une maladie psychiatrique répertoriée dans le DSM-5, mais plutôt une construction pathologique et relationnelle observée dans la psychopathologie clinique. Le pervers narcissique, il entretient une image grandiose de lui-même. Il utilise le contrôle psychologique, la culpabilisation, la séduction, puis l'inversion des rôles pour asseoir son pouvoir, tout en détruisant progressivement l'estime de soi, de sa victime. Contrairement à d'autres troubles de la personnalité, ce profil ne s'accompagne pas de remise en question ni de recherche d'aide, ce qui rend le changement pratiquement impossible. Alors, comment reconnaître un pervers narcissique? Voici quelques caractéristiques typiques. Le narcissisme grandissant. Il possède un sentiment de supériorité démesuré, il se croit unique et spécial, il a besoin d'être constamment le centre de l'attention. Exemple, lors d'un souper entre amis, il va détourner les conversations pour parler de ses réussites à lui, puis il va ridiculiser les autres qui brillent en minimisant, puis il va s'offusquer si on ne le félicite pas assez. Ensuite, le manque d'empathie. Il est incapable d'intégrer les émotions de manière authentique, ni même de comprendre les émotions des autres. Par contre, il peut reconnaître les signes émotionnels des autres, les analyser puis s'en servir stratégiquement contre. Ce qui fait qu'il considère les autres comme des objets à son service. Exemple, mettons que la blonde du PM, pervers narcissique, lui annonce en pleurant qu'elle a perdu son chien. Elle pleure, elle a perdu son chien. Il va l'interrompre pour lui dire qu'elle exagère, qu'elle est trop sensible, puis que de toute façon, c'est de sa faute si elle a perdu son chien. Puis il va changer de sujet pour parler de sa propre journée. Ensuite, la manipulation et l'emprise. Il utilise la séduction. En fait, ses jeux préférés sont le love bombing, le gaslighting, le ghosting, le benching, la technique du chaud et du froid, pour soumettre ses victimes et les contrôler. Exemple, il commence la relation en disant à sa victime qu'elle est l'amour de sa vie. Puis du violon, il sait en jouer, lui. Fait que sa victime, elle se sent unique, comme si elle était son élue. Puis peu à peu, lui, il va y faire croire qu'elle est incapable, que c'est elle le problème, puis de sa détérioration, qu'elle a de la valeur uniquement grâce à lui, puis que sans lui, elle n'est rien. Ensuite, il y a la perversion. Il tire un bénéfice, voire un plaisir de la souffrance qu'il inflige à ses victimes. Exemple, après avoir blessé verbalement quelqu'un, il sourit puis il dit calmement « Quoi? Je niaise, là? C'est une blague. T'es même trop susceptible. » Il y a aussi le double visage. Il est charmant en public puis toxique en privé. Exemple, tout le monde le trouve charmant, drôle puis généreux, puis il rend des services à tout le monde. Mais à la maison, à huis clos, il humilie sa conjointe, il critique son apparence, puis il nie tout si elle essaie de lui en parler. Il y a la projection. Il cherche en autrui ce qu'il n'a pas, pour combler un vide dont il ne connaît même pas l'existence. Il projette en autrui et sur autrui le film qui s'est créé, dont il est le héros, ainsi que les parties de lui-même qu'il n'accepte pas. Il projette ses propres défauts et ses pensées négatives sur autrui pour se décharger de ses propres conflits intérieurs, parce qu'il fait du déni. Il accueille sa partenaire d'être jalouse puis possessive, alors que c'est lui qui la surveille. C'est lui qui fouille dans son téléphone puis qui lui interdit d'être en contact avec certaines personnes. Ça prend bien un criminel pour penser comme un criminel. Ensuite, il y a la victimisation. Il se positionne en victime pour susciter la pitié et pour excuser ses agissements.
c'est ce qui renforce son pouvoir pour changer de rôle vers le bourreau. Tu sais, le fameux triangle de Karpman, victime, sauveur, bourreau. Exemple. Après une dispute qu'il a lui-même déclenchée, il dit, tu vois, tout le monde finit toujours par me rejeter. T'es comme les autres, t'es toujours contre moi. Fait que sa victime va finir par s'excuser. Ensuite, il y a la culpabilisation. Hein? Il joue sur la culpabilité de sa victime pour la faire douter d'elle-même et la maintenir sous son emprise. Exemple, si sa conjointe veut sortir avec ses amis, il va lui dire « Après tout ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui, j'ai fait la vaisselle. Puis toi, tu veux sortir avec tes amis sans moi? T'as vraiment aucune reconnaissance? » Mais sa victime, là, elle va tellement se sentir ingrate qu'elle va rester à la maison avec lui. Ce qui rend ces caractéristiques particulièrement dangereuses, c'est qu'elles s'additionnent et se fusionnent. Ensemble, elles forment un profil bien précis, celui du pervers narcissique. Je vous explique dans mes mots le pourquoi il ou elle ne peut pas changer. Hein? La maladie vs la structure de personnalité. Une maladie, exemple, la dépression, la schizophrénie et l'anxiété, c'est un état qui peut apparaître au cours de la vie, souvent avec des causes multiples, hein, biologiques, psychologiques, sociales. Une maladie, elle peut évoluer, elle peut régresser, elle peut être traitée à l'aide de médicaments, de suivi avec un psychologue. Tandis qu'une structure de personnalité, comme chez le pervers narcissique, est façonnée dès l'enfance. C'est une manière rigide et profonde d'être, de penser et d'entrer en relation avec les autres. Mettons que je métaphore tout ça, ça donnerait, comme exemple, lorsqu'on plante un arbre, OK, on met souvent des tuteurs de chaque côté pour l'aider à bien s'enraciner puis à grandir droit puis solide, hein? Même face au vent puis aux tempêtes. Mais chez l'être humain, le rôle de tuteur est joué par les parents. Hein? Ce sont les repères affectifs, la sécurité émotionnelle, l'amour, les limites saines qui permettent à l'enfant de se construire et de devenir un adulte équilibré et droit. Mais le pervers narcissique, lui, dans son enfance, il n'a pas bénéficié de ses tuteurs verticaux à cause d'un environnement instable, hein, parfois toxique ou carencé. Il a dû se fabriquer son propre système de survie. Fait que plutôt que de pousser droit, il a choisi des tuteurs horizontales, plaqués contre le sol, pour se protéger des tempêtes. Fait que le résultat, il a grandi de travers, trop près de la surface, sans jamais s'enraciner profondément. Si vous avez déjà vu des arbres qui sont comme vraiment croches, qui poussent vers le côté, bon, ça c'est la métaphore, tu sais. Mais je vais pousser cette réflexion plus loin en disant que, rendu à l'âge adulte, l'arbre, là, il est définitivement difforme. Contrairement aux autres arbres, bien enracinés qui s'élèvent vers la lumière, lui, il reste tordu, accroché à la surface. Puis comme il n'y a pas de racines solides en profondeur, il compense en puisant sans cesse dans les ressources qui l'entourent. Il aspire l'eau et les nutriments en surface, empêchant ainsi les autres arbres, pourtant en bonne santé, là, qui ont poussé droit, mais de s'épanouir pleinement. De la même manière, le pervers narcissique ne devient jamais un adulte droit. Il vit en parasitant les autres, puisant dans leur énergie, dans leur estime de soi, dans leurs émotions, dans leur vitalité. Et tout comme on ne peut pas redresser un arbre qui a poussé tordu, hein, si l'arbre a poussé croche, même s'il met des tuteurs au bout de 20 ans, oublie ça, là, il est comme ça va rester comme ça. Ben, on ne peut pas redresser ou réparer un pervers narcissique. Puis ça, c'est la partie difficile à comprendre. La seule solution pour les autres arbres, c'est de pousser ailleurs. Là, on peut pas, là, l'arbre ne peut pas s'en aller ailleurs, mais à distance de cet arbuste difforme, il faut que les arbres s'en aillent ailleurs. T'sais, afin de préserver leur vitalité, il en va de même avec ceux qui sont en contact avec un pervers narcissique. C'est d'aller vivre notre vie ailleurs. Dans notre cas, nous, les humains, on peut. Là, l'arbre, l'exemple était drôle, là, je voulais la dire quand même.
Puis, mais pourquoi ça se guérit pas? Hein? Le pervers narcissique, là, il n'a pas conscience de son problème. Pour lui, c'est toujours l'autre qui est fautif. C'est comme ça qu'il s'est construit. Hein? Il ressent pas de souffrance intérieure liée à ses comportements. Contrairement à la plupart des maladies psychiques où la personne souffre de ses symptômes. Lui, il n'en souffre pas, là. Il ne sait pas. Il fait du déni. Il n'y a pas de problème. Puis puisque sa construction psychologique est rigide et ancrée, il ne peut pas s'en détacher spontanément, ni par volonté personnelle. Fait que les thérapies classiques sont presque inefficaces, car elles nécessitent une motivation de changer. Or, le PM ne cherche pas à changer, car sa principale caractéristique, c'est le fait qu'il fait du déni. C'est le meilleur, il est parfait. C'est les autres le problème. Fait que partons de là, ça va être assez dur d'aller rencontrer un psychologue, parce qu'il n'y en a pas de problème. Donc, un pervers narcissique ne peut pas guérir, car il n'est pas atteint d'une maladie curable. Il vit avec une organisation pathologique de la personnalité qui lui permet de fonctionner, mais toujours aux dépens des autres. Tout comme l'arbre qui puise ses nutriments des autres arbres. Une autre métaphore, parce que j'aime vraiment bien pouvoir m'imaginer, il faut le dire clairement, là, on ne peut pas sauver un pervers narcissique. On ne peut pas sauver un PN. La seule personne que l'on peut sauver, c'est soi-même. En prenant conscience de ce que l'on vit, en posant des limites fermes, dans la grande majorité des cas, en comprenant que fuir est la seule option réellement viable pour se protéger. Sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, c'est un vrai chemin de reconstruction. Puis c'est possible. Puis si tu te reconnais dans cette description ou si tu vis une relation qui te fait souffrir profondément, sache qu'il existe des ressources, des professionnels, puis un chemin vers la liberté intérieure. Puis si tu te poses des questions, j'ai mis dans les commentaires un lien vers un test pour t'aider à y voir plus clair. Le test, c'est « Cette personne est-elle un ou une pervers, perverse, narcissique? » Merci d'avoir regardé cette capsule. N'hésite pas à t'abonner, à partager ou à poser tes questions en commentaire. Puis surtout, prends soin de toi. Fait qu'à très bientôt.